Faut-il être ministre pour faire partie des 1% les plus riches ou faut-il faire partie des 1% pour devenir ministre? Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît, journaliste pour Infoscope. Dans cette vidéo, nous traiterons du patrimoine personnel des membres du gouvernement qui a été rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique jeudi 1er décembre 2022. Ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de millionnaires parmi les ministres. Sur 41 membres du gouvernement, 20 dépassent le million d'euros de patrimoine brut. D'ailleurs, le patrimoine personnel moyen du gouvernement s'établit à 1 900 000 euros. Et ce chiffre équivaut à un montant bien particulier, le plancher du dernier centile. En gros, on divise la population française en 100 parts égales, d'environ 675 000 personnes, triées en fonction de leur patrimoine. Ces centiles correspondent à 100 catégories de richesse, du premier, le pourcentage le plus démuni, au dernier, le pourcentage le plus riche. Or, en ce qui concerne ce dernier centile, c'est-à-dire les 1% des Français les plus riches, le plancher se situe à 1 940 000 euros. En moyenne, les ministres et secrétaires d'État ont donc pratiquement leur ticket d'entrée dans ce club très sélect. Chaque minute, dans cette vidéo, nous ferons le portrait d'un ministre emblématique sur la question. Franck Riester, ministre chargé des relations avec le Parlement, est en haut de la pile. Il est pleinement propriétaire de 6 logements, de parts de sociétés civiles immobilières, de parts d'entreprises, notamment une entreprise automobile fondée par son grand-père, de comptes bancaires et d'autres biens pour une valeur totale de 10 242 155 euros. À ce titre, c'est un champion. Mais revenons à la dialectique bien particulière des centiles, autrement dit des 1% contre les 99%. Les études statistiques existent depuis longtemps à ce sujet, mais cette opposition s'est fait connaître notamment lors du mouvement Occupy Wall Street. En septembre 2011, à peine 3 ans après la panique boursière et le sauvetage des banques privées par les fonds publics, des appels à manifestation devant la plus grande place financière de la planète, à New York, sont lancés. Des centaines de contestataires se rassemblent et occupent le parc Zuccotti jusque dans la nuit du 14 au 15 novembre, quand la police de New York déloge le campement. Parmi les slogans, on en retient un en particulier, je cite, « Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes les 99% qui ne tolèrent plus l'avidité et la corruption des 1% restants. » Après le plus riche, la plus pauvre, en tout cas sur le papier. Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, est la membre du gouvernement au patrimoine le moins fourni selon les données de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 29 996 euros, en tout et pour tout, essentiellement composé d'un plan épargne-logement au Crédit Agricole. Pourtant, en tant que magistrate puis conseillère justice auprès du Premier ministre, elle a gagné 1 080 000 euros depuis 2011. Surtout, et sans vouloir la résumer à cette fonction, Madame Cobel est l'épouse d'Alexandre Bompard, PDG du numéro 1 français de la grande distribution Carrefour, lequel a été rémunéré 4 400 000 euros en 2021. Un patrimoine rikiki, mais un fauteuil bien vissé à la table des plus puissants de ce monde. Dans la plupart des cas cependant, il est plus opportun de se pencher sur le patrimoine constitué au fil des ans que sur les derniers revenus pour définir la richesse d'une personne ou d'un ménage. D'ailleurs, les auteurs de différents classements ne s'y trompent pas. Aussi bien le magazine états-unien Forbes que le français Challenge établissent la richesse en fonction du capital de chacun. Ainsi, Bernard Arnault, Jeff Bezos et Elon Musk se sont hissés parmi les plus grandes fortunes mondiales. D'ailleurs, début 2016, l'organisation non gouvernementale Oxfam révélait publiquement que le patrimoine des 1% les plus riches était égal à l'échelle planétaire à celui des 99% restants. Troisième figure du gouvernement d'Emmanuel Macron, Agnès Pannier-Runacher, dont le père a dirigé la société pétrolière Perenco. D'ailleurs, la ministre de la Transition énergétique a interdiction de s'intéresser aux affaires de ce numéro 2 français du pétrole. Madame Pannier-Runacher dispose d'un patrimoine de 2 670 000 euros et en bonus, comme le site d'investigation Disclose l'a révélé, ses enfants, qui sont encore en maternelle, ont hérité de parts de propriété de l'entreprise pétrolière, parts domiciliées dans un paradis fiscal. C'est de l'enfer social qu'est fait le paradis fiscal, pourrait-on dire. Et oui, c'est malheureusement connu, plus on est riche, moins on paye. C'est vrai pour les impôts, outre l'évasion fiscale, que le gouvernement français ne combat évidemment pas dans les faits, il se trouve que la principale source de recettes de l'État se situe dans la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, appliquée au prix payé par le consommateur.
Et justement, plus les revenus et le patrimoine sont importants, moins ils vont à la consommation. Un smicard va logiquement consacrer tout son salaire à l'alimentation, le loyer, l'énergie, la consommation courante, alors que la rente d'un capital va essentiellement venir grossir ce même capital. De plus, les fortunés bénéficient de nombreux outils de défiscalisation qui ne sont pas à la portée du premier venu. Et puis, ce n'est pas un scoop, plus on est riche, moins on paye son alimentation, son loyer, son énergie, etc. Les ministres sont logés, nourris, blanchis, chouchoutés, sans avoir à dépenser le moindre denier. Nous en arrivons à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Fort d'une brillante carrière d'avocat, le garde des Sceaux possède le 5e patrimoine du gouvernement avec 4 500 000 €. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que M. Dupond-Moretti aime flamber. De Harley, une Bentley, une montre Journe à 25 000 € et une Rolex à 13 000, à quoi s'ajoutent 2,5 millions d'euros de biens immobiliers en Corse, à Paris et dans le Nord. Derrière tous ces chiffres et ces statistiques, c'est le rapport au monde, à la société et bien sûr à la nation qui se trouve bouleversé au travers du capital patrimonial. Être riche, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de zéros sur son compte en banque. La richesse s'affirme économiquement, socialement, culturellement et symboliquement. Ce sont les thèmes chers aux travaux des sociologues spécialistes de la grande bourgeoisie, Monique Pinson-Charlot et son mari Michel Pinson, qui nous a quittés le 26 septembre dernier. C'est sûr qu'avoir au poignet une montre qui coûte 2 ans de SMIC révèle à la fois la richesse économique, mais aussi symbolique dans un univers qui fait la part belle à l'apparence. Dans celui-ci, les gens se connaissent et se reconnaissent. C'est ainsi que Monique Pinson-Charlot, dans notre long métrage Un pognon de dingue, qualifiait les relations propres à cette classe sociale de corruption consubstantielle, endémique et systémique. Numéro 4 au classement des fortunes du gouvernement, le ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, laisse entrevoir un patrimoine le plaçant davantage du côté des grands patrons que des simples ouvriers. Propriétaire de 4 biens immobiliers, dont 3 à Paris, pour plus de 3 300 000 €, il possède également plus de 1 400 000 € sur des comptes domiciliés au Canada, sans compter les assurances-vie, comptes courants et produits d'épargne situés fiscalement en France. Naturellement, quand on examine le patrimoine des 1% les plus riches, on peut se dire que c'est de l'argent mérité, gagné à la sueur du front, de l'argent qui crée de l'emploi et qui, d'une manière ou d'une autre, ruisselle sur le reste de la société. Mais les faits sont têtus, et aussi sûrement que le sens de l'histoire humaine est d'aboutir à de plus grands progrès, le sens de l'argent, lui, est d'être aspiré par les plus hautes sphères financières. Nous vivons sous un régime capitaliste qui, jusqu'à présent, triomphe dans les esprits même de celles et ceux qui ont intérêt à son dépassement, malgré les crises profondes qu'il génère pour l'humanité. Sous cet angle, ce n'est pas le riche qui offre du travail aux exécutants, mais ce sont les exécutants qui offrent le fruit de leur travail aux donneurs d'ordre capitalistes. Ce rapport au capital, en termes de propriété privée des moyens de production, conditionne l'ensemble de notre économie et plus généralement de notre vie sociale. Ce pouvoir financier et économique, détenu par les propriétaires, s'exprime et s'affirme logiquement au niveau politique. La deuxième fortune du gouvernement français, derrière M. Riester, est la propriété d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Directrice successivement de l'assureur AXA, bien représentée dans l'exécutif, de Carrefour et de la Fédération française de tennis, elle n'est propriétaire que d'un logement dont la valeur avoisine le million d'euros et tire l'essentiel de sa richesse d'instruments financiers et d'assurance-vie pour atteindre les 6 476 876 € de patrimoine brut. Revenons à la question que nous nous sommes posée au début de cette vidéo. Faut-il être ministre pour faire partie des 1% les plus riches? Assurément non, puisque bon nombre de fortunés ne passent pas par des responsabilités et mandats publics. D'ailleurs, les plus gros patrimoines des ministres ont été constitués avant leur entrée au gouvernement. La véritable question, tout à fait légitime, est de savoir s'il faut faire partie des 1% de Français les plus riches pour prétendre gouverner le pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le patrimoine médian des Français s'établit, selon les dernières données, à 128 000 €. La moitié de la population française a plus, l'autre moitié a moins. Le montant moyen du patrimoine brut des Français se situe à 276 000 €.
Tous les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État qui composent le gouvernement détiennent chacun bien plus que le patrimoine moyen des Français, à la seule exception de Madame Cobel et de ses 29 996 €. Dernier portrait de cette vidéo, et c'était pour nous un incontournable, j'ai nommé Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et ancien maire d'Angers. Avec un patrimoine de 1 189 640 € au total, dont une maison dans le Maine-et-Loire, ce diplômé de Sciences Po a consacré l'ensemble de sa carrière à la politique, exerçant les mandats de conseiller municipal, conseiller général, président du département, député européen, conseiller régional, sénateur, maire, président d'agglomération, puis ministre. Monsieur Béchu est également numéro 2 d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Pour conclure, nous avons, avec ce gouvernement le plus riche de l'histoire de la République française, la classe capitaliste directement au pouvoir exécutif mis en place par Emmanuel Macron. L'appartenance des ministres et secrétaires d'État au club des 1% des Français les plus riches n'en est que le signe extérieur le plus évident, la partie émergée de l'iceberg. S'il y a une chose à retenir, c'est que matériellement, les intérêts des 1% les plus riches s'opposent à ceux des 99 autres pourcents. Leurs intérêts les conduisent concrètement à défendre leur classe sociale, dominante dans la société capitaliste française, au détriment de l'immense majorité dont nous faisons partie. C'est pourquoi ils nous ordonnent de travailler plus, de nous contenter de peu, de ne pas augmenter nos salaires par exemple, et d'économiser notre consommation. C'est l'opposition entre une France pourri gâtée qui a toujours obtenu ce qu'elle désirait et une France exploitée au potentiel profondément révolutionnaire, à la seule condition de prendre conscience que nous appartenons à la même classe et que nous n'avons pas besoin des millionnaires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à faire connaître Infoscope autour de vous. À la prochaine.